Nous reprenons, si vous voulez bien, pour écouter Pierre Corvol nous parler d'Antoine Lacassagne. Et donc encore un professeur qui a changé d'intitulé de chaire en cours de mandat au Collège de France. À toi. Eh bien, merci de me confier cette tâche qui est intéressante, effectivement, puisque Antoine Lacassagne, c'est pas n'importe qui, vous allez le voir d'une part, et d'autre part, ça nous replonge dans l'histoire de la chaire de médecine, même si Lacassagne a été d'abord titulaire, non pas d'une chaire à strictement parler de médecine, puisqu'elle était intitulée chaire de radiobiologie expérimentale, ceci de 1941 à 1951. Et puis, cette chaire a été transformée dans son intitulé pour une chaire, non pas de médecine, mais de chaire de médecine expérimentale. Et donc, c'est tout cela qui est intéressant peut-être à revoir en fonction des documents qui m'ont été procurés par Céline Surprenant. Ils viennent de l'archive, des archives du Collège de France, auxquelles il y a déjà été fait allusion, sur le site Salamandre, et nous disposons pour cela donc des rapports sur la demande de création d'une chaire de radiobiologie expérimentale et d'un rapport en 1951 pour la création d'une chaire de médecine expérimentale. Alors, peut-être quelques éléments de contexte pour bien comprendre la situation. Il faut savoir qu'il existe au Collège de France une chaire de médecine, et cette chaire de médecine, au moment où la présentation de Antoine Lacassagne va être faite, cette chaire de médecine est occupée par un chirurgien moyennement expérimentateur, plutôt chirurgien clinicien avec des idées précises, qui est René Leriche. Alors, René Leriche a été nommé sur la chaire de médecine avec comme type de recherche une recherche essentiellement sur les nerfs vasomoteurs, puisqu'il a travaillé lorsqu'il était chirurgien essentiellement à Strasbourg sur la pathologie vasculaire, comme par exemple l'oblitération complète de l'aorte ou l'artérite oblitérante des membres inférieurs. Et son idée était qu'il fallait restaurer une physiologie dans ces cas et ne pas obligatoirement intervenir, faire une intervention réparatrice à type de désobstruction ou de greffon artériel. Au fond, c'était d'ailleurs intéressant parce que c'est une idée qui reprenait la grande idée de Claude Bernard, de Brousset et d'autres encore sur que finalement la maladie, c'est une perversion d'une physiologie, c'est un excès pathologique d'une physiologie, mais qu'il n'y avait pas de, c'est ce que dit Claude Bernard en tout cas, il n'y avait pas, pour un certain nombre de pathologies, finalement, une discontinuité entre la physiologie et la pathologie, mais plutôt une physiologie qui avait été pervertie pour des raisons diverses. Et au fond, c'est un peu dans cet esprit-là que René Leriche, entre 1937 et 1950, a enseigné au Collège de France. Il a été relativement peu expérimentateur parce que c'était un chirurgien de Strasbourg. Je crois, il a été littéralement transplanté et ça n'a pas été une excellente opération, je crois, pour la chirurgie expérimentale parce que, certes, il est noté qu'il avait un laboratoire au collège, mais l'essentiel de ses activités de recherche était antérieur à son exercice au Collège de France. Et finalement, il avait une réputation assez grande et il a continué à opérer, cette fois-ci en clinique.
Et comme vous le savez, durant la guerre, il a eu une importance qui a été grande dans la mesure où il a été président du Conseil de l'Ordre des médecins, ce qui, évidemment, a posé des problèmes ultérieurement, dans la mesure où le Conseil de l'Ordre ne s'est pas illustré durant la guerre, comme vous le savez. Donc, voilà, René Le Riche avait bénéficié d'une chaire, d'ailleurs, tenue par un médecin, mais qui n'était pas une chaire de médecine, mais une chaire d'épidémiologie par Hyacinthe Vincent, qui a été finalement la seule chaire d'épidémiologie jusqu'à ce jour au Collège de France. Aujourd'hui, nous avons un collègue qui a une chaire annuelle d'épidémiologie, c'est une première, mais Hyacinthe Vincent a occupé une chaire d'épidémiologie de 1925 à 1936. Et la chaire donc de médecine de René Le Riche s'inscrivait en termes de crédit de chaire dans cette filiation, même si Le Riche succédait dans cette chaire à un certain nombre d'autres, à savoir que je retrouve après Claude Bernard, il y a eu Brunsecoire et Arsène d'Arsonval qui ont précédé donc René Le Riche. Alors, à l'époque au Collège de France se trouve Frédéric Joliot, qui a la chaire de chimie nucléaire et depuis 1937 qui développe un laboratoire extrêmement conséquent. Il y a eu un synchrotron au Collège de France dans les bâtiments de physique qui nous a posé d'ailleurs des problèmes quand il a fallu évacuer ce synchrotron pour libérer et rénover les espaces de laboratoire de physique. Donc, Frédéric Joliot a travaillé avec Antoine Lacassagne dans les années 35 à 36, et Frédéric Joliot pensait déjà à l'importance d'avoir finalement une collaboration entre médecins s'intéressant aux rayons X et aux autres radiations ionisantes. Et donc il avait commencé à travailler pour cela avec Antoine Lacassagne, ce qui peut expliquer que, au fond, l'idée de créer une chaire autour de la radiobiologie expérimentale, soit née de cette rencontre importante. Et puis, l'idée est aussi venue, je pense, d'un certain nombre de médecins qui étaient au Collège de France, mais qui n'étaient pas titulaires de chaire de médecine. Je prends l'exemple de Robert Courrier, qui va être le présentateur de la chaire de radiobiologie expérimentale. Robert Courrier est médecin. Il a travaillé lui-même sur le cycle sexuel chez les mammifères, notamment chez les lapines. Alors ça, c'est intéressant dans la mesure où Antoine Lacassagne, je vais revenir sur sa carrière d'ici peu, a lui-même travaillé depuis pratiquement ses études de médecine qu'il a terminées dans les années 1910. Il a travaillé en histologie et sur l'effet de la radioactivité sur le comportement sexuel des lapines. Donc vous voyez la proximité thématique entre Robert Courrier d'un côté et puis d'autre part Antoine Lacassagne. Alors Antoine Lacassagne fait partie de médecins lyonnais, il y en a eu plusieurs en tout cas qui ont eu une formation à Lyon au Collège de France, je pense notamment à Ranvier, et qui vont s'intéresser à ce qui est finalement un outil extrêmement utilisé pour la recherche à l'époque, à savoir le microscope. Et d'ailleurs, c'est intéressant que justement Louis-Antoine Ranvier, qui a été titulaire d'une chaire au Collège de France, une formation de médecin, et une chaire d'anatomie générale. Mais en fait, anatomie générale, ce n'est pas l'anatomie au sens où on l'entend habituellement, macroscopique, mais c'est une anatomie histologique.
Et donc, Ranvier et toute une école s'intéresse à l'époque à l'histologie. D'ailleurs, on a parlé d'une école d'histologie du Collège de France avec ses médecins et médecins-chercheurs, utilisant donc cet outil pour pouvoir, à la suite de Virchow, finalement, comprendre l'anatomie cellulaire et la physiologie cellulaire, pensant à juste titre qu'il y avait là un outil qui permettait de comprendre le fonctionnement, non plus au niveau cette fois-ci des organes, comme Claude Bernard, mais aller un peu plus loin au niveau cellulaire. Ce sont vraiment les premières études, ou en tout cas au niveau des tissus, sinon au niveau cellulaire. Et donc, à l'issue de son internat à Lyon, le jeune Antoine Lacassagne est happé par l'histologie, et notamment par quelqu'un qui est Claudius Regaud, qui lui confie une thèse sur l'action des rayons X et de la radioactivité sur le comportement sexuel des lapines. Ça, c'est sa thèse de science, mais la thèse de médecine a pratiquement le même intitulé, études histologiques et physiologiques des effets produits sur l'ovaire par les rayons X. C'est assez fréquent quand on est et médecin et scientifique que la thèse de médecine soit en fait le prolongement de la thèse de science. Claudius Regaud est vraiment celui qui a dirigé la carrière d'Antoine Lacassagne. D'ailleurs, il y fera allusion, Antoine Lacassagne, lors de sa leçon inaugurale, bien sûr. Et Claudius Regaud est, en 1913, à l'issue de la guerre, nommé, pendant la guerre d'ailleurs, pardon, est nommé assistant à Paris au nouvel institut du radium qui a été créé en 1909, et il va siéger à côté de Marie Curie. En effet, l'Institut du radium a deux pôles, deux départements, si vous voulez. Un département d'expérimentation physique et chimique, et d'autre côté, un département de biologie que l'on appelle le pavillon Pasteur. Il s'appelle le pavillon Pasteur parce que l'Institut Pasteur finance cette partie de l'activité de l'Institut du radium. Et donc, à l'issue de la guerre en 1919, Regaud reprend ses activités au laboratoire Pasteur de l'Institut du radium et appelle à lui Antoine Lacassagne. Et donc, ils vont former une équipe pour comprendre, au fond, comment agissent les radiations ionisantes pour le traitement du cancer. Alors là, on passe à une étape tout à fait intéressante, puisque expérimentalement, les radiations ionisantes vont être montrées comme étant capables d'induire des effets sur les tissus. Et avec, je dirais, une double action. D'abord, les radiations ionisantes peuvent entraîner des lésions, et on sait très bien qu'elles vont être à l'origine des décès des premiers expérimentateurs, et notamment de Marie Curie, mais même son mari, Pierre Curie, répète une observation qui avait été faite par Becquerel, qui transportait avec lui un flacon de radium et qui observe une brûlure cutanée. Et Pierre Curie, pour être certain qu'il s'agissait bien d'une relation de cause à effet, prend lui-même dans sa poche un flacon contenant du radium et observe effectivement une brûlure grave. Donc, c'était la première fois quand même qu'avec des radiations, on pouvait induire des lésions tissulaires avec la possibilité d'induire un cancer, mais de l'autre côté, il y avait la possibilité de guérir des lésions cancéreuses par l'utilisation de ces rayons. Et entre autres, ce qu'a montré Antoine Lacassagne, c'est que les
les cellules hématopoïétiques, celles qui produisent l'ensemble des lignées sanguines, c'est-à-dire plaquettes, globules blancs et globules rouges, il a montré que la moelle, en fin de compte, qui était l'origine de ces lignées cellulaires, était très sensible aux rayons et qu'on pouvait donc diminuer la production de globules de cette façon, mais qu'en revanche, les cellules qui sont matures, qui circulent dans le sang, les globules rouges, les globules blancs, une fois formés, ainsi que les plaquettes, sont résistantes. Donc, il y a deux notions qui sont intéressantes. Là, d'une part, il y a une possibilité d'agir sur la moelle pour pouvoir réduire une prolifération anormale, on pense aux leucémies par exemple, et d'autre part, une réflexion qui a été poursuivie très rapidement, à savoir qu'une cellule différenciée de façon terminale, comme la cellule qui circule, le globule rouge, va être relativement ou complètement insensible aux radiations. Donc tout ça sont évidemment des découvertes importantes. Et en plus, Alain Cassagne va travailler en montrant que lorsque l'on irradie des ovaires, eh bien, on détruit en fait les ovules en formation, mais pas les cellules constitutrices du tissu ovarien, si vous voulez. C'est toujours dans la même idée, dans la même réflexion sur l'action préférentielle destructrice des radiations ionisantes sur les cellules germinales en formation. La Cassagne va travailler aussi, et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est sans doute pour cela qu'il est le plus connu, sur la production de tumeurs mammaires chez la souris ou chez la lapine par l'administration, l'injection d'œstrogènes. En fait, les œstrogènes en question, c'est la folliculine, c'est quelque chose qui n'est pas encore aussi précis qu'un œstrogène avec une molécule unique, mais la folliculine, c'est l'hormone, une série d'hormones œstrogéniques, et il démontre très très bien que la souris est sensible à l'administration de ces œstrogènes et développe des tumeurs mammaires. Il montre d'ailleurs une deuxième chose, c'est que l'Institut du Radium avait des souris qui génétiquement étaient pures, et certaines avaient une propension à développer des tumeurs mammaires et d'autres moins. Et il montre que l'administration de folliculine est particulièrement efficace dans la lignée qui est génétiquement sensible aux tumeurs mammaires et beaucoup moins pour les autres. Il montre aussi qu'il est capable, dans ces souris, chez les mâles, d'obtenir des tumeurs mammaires. Et je pense que si on pose la question à quelqu'un aujourd'hui, la contribution majeure de la Cassagne, c'est sans doute sur cet aspect œstrogéno-dépendant des tumeurs du sein chez la femme, que l'on peut raccrocher, je dirais, une découverte fondamentale de la Cassagne. Tout ceci explique ce contexte que, au fond, la demande d'une création d'une chaire de radiobiologie expérimentale, au moment où il y a littéralement une explosion nucléaire, si je puis dire, en prenant ce raccourci un peu audacieux, dans les années de la guerre, 37-41, on peut imaginer l'intérêt du Collège de France d'avoir avec lui quelqu'un comme Antoine Lacassagne. Et c'est donc Robert Courrier qui va proposer en janvier 1941, alors que Edmond Farral est l'administrateur, qui va proposer les crédits de la chaire de Justin Joly, qui avait une chaire d'histophysiologie, ces crédits pour la création d'une chaire de radiobiologie expérimentale. Alors, dans son argumentaire, il revient finalement sur l'importance de la découverte des rayons X et des radiations ionisantes faites par Curie, reprises par Joliot, et il intervient dans son
argumentaire sur l'action destructrice sur certains tissus, sur les rayonnements qui laissent surtout les foyers de reproduction cellulaire, et il justifie le terme de radiobiologie expérimentale en disant que la recherche biologique doit précéder l'application. Et ça, c'est un point important parce que Antoine Lacassagne, à l'Institut, enfin pas à l'Institut, mais au département Pasteur de l'Institut du Radium, a une activité thérapeutique, clinique. Il est intervenu dans les années 1920-1930, donc assez largement avant sa venue au collège en 1941, sur le calcul des doses qu'il fallait pour pouvoir traiter les cancers. Donc cet aspect des choses, c'est pas cela que va mettre en avant naturellement Robert Courrier, parce qu'à ce moment-là, il y aura une interférence avec une chaire de médecine où la thérapeutique serait importante, mais il insiste sur le fait que c'est l'expérimentation sur l'animal qui doit montrer le mécanisme de l'action radiodestructive, expliquer les faits, indiquer la méthode, perfectionner la technique. Donc là-dessus, il va un peu plus loin en disant que il est possible que, puisque c'est la cellule qui est impliquée et que la cellule en voie d'élaboration, si je puis dire, dans sa différenciation, il dit que c'est vraisemblablement le noyau qui doit être atteint par les radiations et que des mutations peuvent être responsables de l'effet soit cancérigène, soit éventuellement de l'effet de guérison qu'on observe. Au passage, dans cet argumentaire, il dit qu'il est intéressant de réfléchir à la nature et à l'origine du cancer, où, dit-il, se croisent d'importantes questions biologiques, mutation, hérédité mendélienne, induction organisatrice, hormones sexuels, constitution chimique des hormones. Voilà tout un champ d'action, dit-il, où la collaboration du physicien est nécessaire au biologiste. On voit bien effectivement Frédéric Joliot qui est par derrière, même si Frédéric Joliot n'intervient pas. C'est d'ailleurs intéressant. Il me semble qu'à l'heure actuelle, même si c'est pour la création d'une chaire de médecine, s'il y a vraiment une intervention d'un fondamentaliste, aujourd'hui, il y aurait sans doute une intervention, mais les deux autres qui supportent, enfin qui aident, je dirais, à la création, avec un rapport pour l'un d'entre eux, c'est Emmanuel Fauré-Frémier, qui a une chaire d'embryogénie expérimentale, et d'autre part Pierre Pierron, qui ne laisse pas là de traces de son support, alors que 2 pages de Fauré-Frémier vont dans le même sens que Robert Courrier pour la proposition de Robert Courrier sur la radiobiologie expérimentale. Alors, il est intéressant de noter qu'aujourd'hui, je ne sais pas si, cher Antoine, la tradition est toujours la même de ne pas donner le nom, ou si on donne le nom, il y est fait d'une allusion telle que seuls quelques initiés peuvent comprendre. Là, il y a 3 pages sur Antoine Lacassagne dans la présentation. Ah ben oui, Monsieur Lacassagne, là je parle bien de la présentation sur la chaire de radiobiologie, à la page 7, il y en a 10 pages. Il a 56 ans, il est dans toute la force de l'activité de sa production scientifique. Il s'oriente délibérément vers la radiobiologie. Voilà, et donc il parle de ce que je viens de dire, hein, l'étude du cancer expérimental, l'induction de cancer, notamment dans la selle turcie qui détruit l'hypophyse. Il parle de l'épithélioma de l'utérus chez la souris. Enfin bref. Et en fait, tout cet argumentaire est repris régulièrement après. Donc, je ne vous en dirai pas beaucoup plus parce que pratiquement tout est dit là. Il n'y a pas eu, semble-t-il, du tout d'opposition, puisque à l'issue de cette présentation et des quelques mots que j'imagine Pierron a dû dire et du bref rapport de Fauré-Frémier, le vote
a été le suivant, 23 participants au vote, 22 pour et un bulletin nul. Donc, création d'une chaire de radiobiologie expérimentale. Je regarde les notes que j'avais sur cette élection. Il y avait un autre candidat, De Piron avait un autre candidat, mais il l'a retiré. C'est ce que j'ai noté, moi. Ah, alors... parce que c'était la chaire d'histophysiologie de Justin Joly. C'est ça. Et le jour de l'Assemblée, il l'a retiré. Donc c'est pour ça que tu ne trouves pas de dossier, mais en fait, il avait un autre candidat et il s'est incliné devant cette proposition. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi, bien sûr, la suite. Elle est intéressante parce que, donc, notre chirurgien va partir à la retraite. René Le Riche part à la retraite en 1950. En fait, elle est signifiée, cette retraite, en 1951 par un bulletin officiel. Et donc, la chaire de médecine se trouve libre. Et alors là, la Cassagne va postuler pour une chaire de médecine. Mais alors, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que la proposition qui est faite par Robert Courrier, qui va reprendre le dossier, c'est il va écrire un rapport pour le maintien de la chaire de médecine. C'est intéressant parce qu'il ne demande pas la création d'une chaire de médecine expérimentale dans son rapport, mais à l'intérieur du rapport, oui, je vais y venir, mais il soumet à l'Assemblée du 26 novembre 1950 un rapport pour l'emploi du crédit devenu disponible par la suite de la mise à la retraite de M. René Le Riche. Ce rapport, c'est donc pour le maintien de la chaire de médecine. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se poser la question, mais je n'ai aucun argument pour l'affirmer, que finalement, René Le Riche partant, il y avait une possibilité, soit que la Cassagne continue son mandat comme professeur de radiobiologie expérimentale, ou bien qu'il y ait quelqu'un qui soit proposé pour une chaire de médecine, indépendamment d'Antoine Lacassagne. Ça aurait pu se faire ainsi. Mais en fin de compte, ce n'est pas ce qui a été proposé. Et finalement, Robert Courrier se croit obligé, si je puis dire, de justifier le maintien d'une chaire de médecine, avec le mot médecine, en tant que tel. Et c'est pour ça qu'il fait un petit survol extrêmement bref, bien sûr, sur la nécessité d'avoir toujours une chaire de médecine au collège. Il dit, au fond, il voit trois étapes qui sont, à mon avis, très très brièvement résumées, mais qui ne sont pas faux, je crois. Il dit, il y a eu d'abord des anatomistes dans la chaire de médecine. Il dit qu'en 1542, il y a eu Vidius, qui fut le premier titulaire de la chaire donc, de médecine au Collège de France, vers ensuite, dit-il, les Silvius, les Riolan, les Ferrin, dont les noms sont encore connus de tout étudiant en médecine aujourd'hui. Ça, c'est 1950, parce que je pense que moi, je ne connaissais que Silvius et Riolan. On garde finalement en médecine un nom célèbre à partir du moment où on décrit un trou, ou décrit une aponévrose bizarre, ou éventuellement un syndrome. Il y a l'aqueduc de Silvius, et effectivement, il y a aussi un aqueduc de Riolan. Maintenant, Ferrin, je ne connaissais pas. Alors, une deuxième étape, ce sont les grands médecins, les médecins mondains, à la limite, ou les médecins qui ont pu trouver des choses, comme Corvisart, Récamier, Laennec. Laennec, c'est pas rien. Et puis, il dit enfin, troisième étape, c'est la royale, avec Magendie et Claude Bernard, où là, on passe de la simple anatomie à la physiologie, et la physiologie expérimentale. Il dit que par la méthode expérimentale, l'homme de laboratoire domine de plus en plus la matière vivante pour le plus grand profit de la médecine. Et donc, il dit que l'Assemblée des professeurs de 1894, le 2 juillet 1994, l'Assemblée des professeurs du Collège de France s'était réunie pour peser les considérations scientifiques qui pouvaient justifier le maintien ou la transformation de la chaire de médecine. Donc ça, c'est intéressant parce que Maret, à ce moment-là, dit-il, a pris la parole en 1894 pour demander le maintien de l'enseignement de la médecine.
La chaire de médecine du Collège de France, dit-il, Marais, me paraît devoir être conservée en respectant le caractère que lui ont donné ses derniers titulaires, Magendie, Claude Bernard et Braun-Séquard. Les progrès que ces maîtres ont fait accomplir à la médecine tiennent à la précision des méthodes qu'ils ont employées. Tous trois, en effet, dit toujours Marais, ont appliqué à l'étude des phénomènes de la vie les appareils et les méthodes des physiciens et des chimistes. Alors, il faut savoir que, bien sûr, que Étienne Jules Marais était médecin, titulaire de la chaire Histoire naturelle des corps organisés de 1869 à 1904, et donc il plaide pour le maintien d'un intitulé précis de chaire de médecine. Et D'Arsonval puis Charles Nicolle ont été titulaires de cette chaire de médecine. Et donc voilà la proposition que va faire maintenant, au fur et à mesure de son rapport, Robert Courrier. Il dit après un tel passé, je n'hésite pas, mes chers collègues, à vous proposer de décider aujourd'hui le maintien de cette chaire de médecine. Médecine expérimentale, dit-il, conviendrait peut-être mieux, car c'est toujours l'expérimentation qui fait accomplir à la médecine les progrès incessants auxquels nous assistons. Et alors, là, il reprend l'argumentaire qu'il avait déjà développé pour la proposition de 1941 de radiobiologie expérimentale. Il dit, voilà, réfléchissez, la médecine expérimentale mérite qu'on y réfléchisse quand on songe à l'extrême indigence des moyens actuels pour lutter contre le cancer. Et voilà, il est trop facile d'enlever un organe malade sans le remplacer. Un pis-aller aussi aujourd'hui est le traitement par les radiations, mais y a-t-il d'autres procédés plus spécifiques, dit-il. Et donc, il termine en disant que Antoine Lacassagne pourrait devenir le titulaire de cette chaire de médecine expérimentale du Collège de France et que l'ensemble des biologistes et des médecins du Collège, rappelons-nous qu'il y a plusieurs médecins qui ont d'autres chaires au Collège qu'une chaire de médecine à proprement parler, eh bien, ne trouveraient que tout à fait juste de mettre à cette place celui qui, dit-il, vient de présider avec éclat le Congrès international du cancer. Alors, ce qui est intéressant, maintenant, si on regarde l'apport d'Antoine Lacassagne à la médecine expérimentale, je crois que je vous l'avoir bien dit, mais il faut voir aussi que ça correspond à une évolution d'Antoine Lacassagne dans sa carrière. Il a, comme je l'ai dit, dans les années 1920-1930, été un thérapeute qui font partie de ceux qui ont essayé de standardiser en quelque sorte les doses de rayons à administrer en cas de cancer. Le problème, c'est qu'il s'est plus intéressé aux rayons émis qu'aux rayons reçus par la cible. Et ceci a limité en quelque sorte, au départ en tout cas, l'application de la radiothérapie parce que ce qui compte, enfin, est finalement réellement les rayons reçus par la cible, si bien qu'un excès de rayons peut entraîner des effets secondaires. Les Anglais, à l'époque, pensaient donc autrement et se sont plus attachés à la quantité perçue par la cible des rayons et ont donc calculé la dose à administrer en fonction de ce critère. Ce qui fait qu'il y a eu un protocole de Paris versus un protocole de Manchester. Et en fin de compte, ce sont les Anglais de Manchester qui se sont imposés à juste titre, ce qui a, je pense, donné un coup de frein à la radiothérapie menée par Lacassagne au pavillon Pasteur ou au département Pasteur de l'Institut du Radium. Et Lacassagne s'est détaché progressivement de l'aspect thérapeutique pour se consacrer plus profondément à l'aspect expérimental. Et donc, je dirais que ce titre de médecine expérimentale correspond à une certaine mesure à un certain désinvestissement
de l'AK5 pour la médecine pratique, même si elle a une part d'investigation délicate à faire. On pourra en discuter, mais pour moi c'est extrêmement important car elle pose tout le problème difficile d'un médecin qui se trouve au Collège de France en train d'enseigner la médecine expérimentale. On pourra en discuter ultérieurement, mais je trouve là, dans la difficulté finalement qu'a eu sans doute l'AK5 à exercer à fond à la fois le côté expérimental et le côté thérapeutique de sa profession, je crois que là, il y a quelque chose qui correspond à la difficulté d'être un médecin et d'être un scientifique en même temps. Voilà. Alors, l'AK5 a naturellement été nommé à cette chaire de médecine expérimentale à l'issue de l'Assemblée du 4 février 1951. Honnêtement, le rapport de Courrier n'apporte rien de plus par rapport à ce que j'ai pu vous dire antérieurement. Simplement, une chose tout de même, j'ai insisté sur le rôle de l'AK5 dans l'étiologie d'un certain nombre de cancers mammaires et leur rapport avec les hormones sexuelles, avec les hormones féminines, les œstrogènes. Il faut voir que déjà à l'époque, l'AK5 suggère qu'il pourrait y avoir une hormonothérapie antagoniste. Ceci est repris dans le rapport de Robert Courrier, ce qui explique aussi qu'il y a eu quelques essais qui ont été faits à l'époque avec l'administration d'androgènes pour essayer d'antagoniser les œstrogènes. Bon, à l'époque, on n'avait pas encore les possibilités que nous avons à l'heure actuelle, mais qui découlent, alors là, vraiment complètement de l'idée et des expérimentations menées par l'AK5 d'avoir des anti-œstrogènes. Et comme vous le savez, les anti-œstrogènes font partie des traitements absolument de fond de traitement du cancer du sein, mais aussi du traitement du cancer de la prostate. Et c'est indiqué pour la première fois, d'ailleurs, de façon très claire, dans le rapport de Robert Courrier pour la création de la chaire de médecine expérimentale. Voilà en quelques mots ce que je pouvais vous dire. Je veux dire que après cette chaire de médecine expérimentale tenue par Antoine AK5, ce sera Charles Oberlin, qui travaille dans le cancer, qui va être titulaire et qui fait un éloge particulièrement chaleureux d'Antoine AK5. Lui-même va s'intéresser, Charles Oberlin, à une des autres théories du cancer, à savoir la théorie infectieuse, qu'il va mettre en avant avec la découverte, là aussi en utilisant le microscope, puis le microscope électronique de virus dans certains cas de cancer. On estime aujourd'hui qu'il y a peut-être une 15% de cancers qui sont d'origine infectieuse. Mais là aussi, on a toujours, quand on découvre quelque chose, un prisme qui biaise un petit peu, je dirais, la vue des choses. L'AK5 et les rayons, c'était le cancer. Au Berlin, ce sera le virus, ce seront les cancers. Et puis maintenant, on voit que c'est beaucoup plus compliqué que cela. Et on met beaucoup sur la génétique notamment. Voilà, je serais heureux de répondre à vos questions dans toute la mesure du possible. Merci. Merci beaucoup. Oui. Ben, quelques remarques. D'abord, on avait rencontré la Cassagne, j'ai rencontré la Cassagne à diverses occasions. Il était allé en 1938 ou 39 rendre visite à Sigmund Freud à Londres, parce que Freud était malade donc de son cancer de la mâchoire, et j'avais montré ses photos. Il y a des photographies, de très belles photographies de la Cassagne qui avait été emmenée à Londres par Marie Bonaparte pour une consultation de Freud, et il en avait conclu qu'il n'y avait plus rien à faire. Bon, Freud, c'était quelques mois
avant sa mort. Mais ce que tu disais m'avait pas fait penser. J'avais pas fait le rapprochement avec le fait que lorsque Freud était au Collège de France en 1884, il était au laboratoire de Ranvier. Ah oui. Donc j'avais pas fait le rapprochement Ranvier-Lacassagne. Ah oui, Et oui. donc, il y a un rapport de Freud avec ces deux, à travers cette lignée. Au début de sa vie, Freud était ici dans ce laboratoire, puis à la toute fin de sa vie, c'est Lacassagne, non encore élu d'ailleurs, qui est allé lui rendre visite et a rendu ce diagnostic terminal. Peut-être quelques autres éléments, parce que l'élection de Lacassagne, donc c'est au printemps de 1941, c'est donc dans un moment assez dramatique dans l'histoire du collège. La création de la chaire en janvier, tu as dit qu'il y avait 23 professeurs, c'est parce qu'on venait de barrer, c'était la première assemblée où il n'y avait plus les professeurs juifs. Donc il y en avait 8 ou 9, dans mon souvenir, je crois que c'est 8, qui venaient d'être barrés. Voilà ce qui en partie explique ce petit nombre. Puis il y en avait d'autres qui étaient en zone sud il y avait Vallon, Langevin avait été exclu, donc le petit nombre des 23 est expliqué par ceux qui sont en zone sud, ceux qui étaient juifs et qui viennent d'être barrés, et voilà. Et ce sont des élections assez dramatiques que celle-là, et lorsqu'il est élu en mai 1941, donc la chaire a été créée en janvier 1941, et il est élu en mai, cette élection de mai 1941, c'est la même qui a été évoquée à notre journée d'études de janvier, où Louis Lavelle est élu en philosophie. Il y a 3 chaires qui sont créées en même temps, ou plutôt il y a 3 titulaires de chaires qui sont élus en même temps. Il y a Lacassagne, mais les 2 autres chaires sont évidemment plus compliquées. C'est Louis Lavelle qui est élu en philosophie et qui est le représentant du ministre de l'Instruction publique à Paris. Donc il est un représentant du régime de Vichy à Paris. Et le 3e, c'est Gabriel, qui est élu dans une chaire, je crois, d'assyriologie, si mes souvenirs sont bons. Orient musulman, et qui est accusé par Vichy d'être communiste. Et donc, l'assemblée où Lacassagne est élu en mai 1941, c'est une assemblée très dramatique, puisqu'il y a Pelliot, qui est le doyen d'âge de l'Assemblée des professeurs, qui commence par une très très longue tirade à propos des campagnes qui ont lieu dans la presse contre le Collège de France, repère de communistes et de francs-maçons. Donc ça commence dans une atmosphère de drame. Et donc les 2 autres, ça faisait partie de ce que je disais, il y avait ces groupements de chaires qu'avait opéré l'administration du collège dans ces années-là, 41 et 42, pour les rendre plus acceptables à Vichy. Donc il y avait parmi les 3 un représentant de Vichy, un spécialiste du monde musulman dont Vichy ne voulait absolument pas, et puis Lacassagne qui était le scientifique entre les 2, donc probablement moins litigieux, sinon qu'il était très lié à Joliot, comme tu le rappelais, et au laboratoire de physique du Collège de France, qui était un repère de résistance dès 1941. Et ce rapport avec Joliot, sur lequel tu es brièvement passé, il y a un nom que tu n'as pas cité, c'est celui de Fernand Olvec, avec qui... il a travaillé sur les quantas. Il y avait toute une théorie un peu fumeuse, à mon avis, des quantas qui est reprise par Courrier dans la leçon inaugurale, etc. C'est un truc assez amusant, parce que Olvec, effectivement, était dans le laboratoire de Joliot. Était un physicien nucléaire, et donc l'idée était que les rayons agissaient non pas de façon continue, mais de façon discontinue. Et que donc, on voit très bien qu'on essaie de faire passer aux collègues
philosophe ou littéraire que le quantos a un grain d'énergie qui va détruire très très précisément une cible et que grâce à cela, on va pouvoir même calculer le volume ou l'existence même d'une cible invisible. Ouais. Donc c'est assez intéressant. Bon, je ne l'ai pas repris parce que ça s'est un peu effiloché avec l'avenir, mais oui, et Olvec a été déporté parce que résistant. Et alors Olvec a été, oui, il montre les rapports de la Cassagne avec la résistance hein, dans ces années-là. Olvec était donc du laboratoire, a été arrêté par la Gestapo le 11 décembre 1941, donc c'est peu après l'élection de la Cassagne, et est mort à l'hôpital de la Pitié après ce qui a été qualifié de tentative de suicide. Et c'est la Cassagne qui est allée examiner le corps et a relevé les traces de sévices et de brûlures. Donc ce Fernand Olvec, qui était donc à l'Institut du radium également, hein, c'est là qu'il le connaissait, oui, enfin ça plaide pour les rapports de la Cassagne et de la résistance dans ces années de guerre. Alors, ce qu'il faut peut-être ajouter sur la transformation de la chair, c'était en fait pour très peu de temps. Oui, 4 ans. C'est ça aussi. On transforme la chair. Alors, il faudrait regarder à quoi a servi le crédit de chair qu'il a libéré de radiothérapie. Alors moi, j'ai pas trouvé. On voit ça, pas. J'ai regardé ça. J'ai pas trouvé dans ceux qui ont suivi les différents titulaires de chaire, j'ai pas trouvé cela. En revanche, j'ai été surpris de trouver, et je te pose la question, un rapport de la Cassagne de 66. 66 ? Oui, alors. Là, il est à la retraite depuis 12 ans. Oui, mais c'est ce que j'ai là sous les yeux. Rapport de M. Antoine Lacassagne pour la création d'une chaire de biologie chimique de la reproduction sur les crédits devenus disponibles par la mise à la retraite de Robert Courrier. Et Robert Courrier, effectivement, j'ai vérifié, ce n'est pas une faute d'impression. Il est parti à la retraite en 66. Donc Lacassagne est à la retraite. Et on lui demande un rapport. Et on lui demande un rapport de 4 pages. Alors, je ne sais pas quelle était la personne qui était visée. Pour le coup, là, il ne le dit pas. Mais je me demande si ce n'est pas Alain Aurault. Ah oui. Parce que Alain Aurault, alors, il intitule cela une biologie chimique. L'intitulé de la chaire de Aurault, c'est chimie organique des hormones, hein, si je ne m'abuse. C'est chimie, puis c'est un chimiste, c'est pas un biologiste. Mais biologie chimique, ça collerait quand même assez bien. Et d'autre part, Lacassagne justifie tout à fait logiquement d'ailleurs l'importance de travailler sur ces œstrogènes, les androgènes, etc. C'est très très bien détaillé, hein. On pourrait reprendre ça. Il parle de l'œstradiol, la progestérone, la testostérone. Il parle des minéralocorticoïdes, l'aldostérone, qui sera découverte un peu plus tard. Donc ça, c'est une histoire qui est intéressante parce que, au fond, Lacassagne fait très bien le lien entre une endocrinologie expérimentale et finalement une endocrinologie chimique, si c'est bien ce que je pense. D'autre part, c'est pas parce que j'ai une formation d'endocrinologue, mais c'est quand même vrai qu'à l'époque, même jusqu'à les années 60, jusqu'à les années 80, mettons, l'endocrinologie était la pierre angulaire de la recherche fondamentale en médecine clinique, si je puis dire. Parce qu'il y avait un organe, des substances, les hormones, des récepteurs à découvrir, ça c'est les années 70-80, et puis des produits à synthétiser et des anti-hormones ou des analogues des hormones. Donc l'histoire de Lacassagne se prolonge sans doute par cette chaire d'Alain Aurault. Oui, c'est intéressant. Donc on demandait à un professeur à la retraite depuis assez longtemps de faire un rapport. Et voilà. On n'a plus ce qu'on ne fait plus. Non, c'est dommage. C'est dommage. Oui. Et personnage donc intéressant que ce Lacassagne. Oui, on a le sentiment. Enfin, à l'époque, je savais qu'il avait tout de même renoncé à la radiothérapie.
Oui. Y compris dans ses années du collège, et qui s'était tourné vers d'autres curiosités. Je crois qu'il a fini en se suicidant, si mes souvenirs sont bons. Il s'est défenestré. Je n'ai pas eu le temps de tout faire, mais il a envoyé 3 lettres, dont une lettre à l'Express, et il dit, grosso modo, qu'il s'est trompé sur quelque chose et qu'il ne le supporte plus. Mais sans qu'on sache. Mais non, justement, je regrette de ne pas avoir vous donné l'information, mais ça devrait se trouver dans les archives de l'Express. Dans tous les trucs que j'ai lus sur la Cassagne, oui. C'est évoqué, mais il n'y a jamais, je n'ai pas trouvé les termes de la lettre. C'est ça qui me manque. Il s'est trompé sur quelque chose? Il dit, je ne sais plus où j'ai trouvé ça, il faudrait que je regarde mes notes, mais il dit, oui, qu'il a fait une erreur et on comprend quelque part qu'il ne le supporte pas. Oui. Et c'était en 1971, je vois que Clément... En 1971, oui. Absolument. Il était âgé, hein. Oui. Il était pacifiste, hein, au passage, pour ajouter quelque chose. Il a été au premier congrès à Puigbanc contre l'utilisation d'armes de destruction massive. Parce qu'il a dû vivre quand même douloureusement, je pense, à Hiroshima et Nagasaki, parce qu'il savait très bien ce que pouvaient donner les radiations. Et ceci d'autant plus que lorsqu'il avait une activité assez clinique, il avait repéré qu'il y avait des purpurins hémorragiques qui pouvaient être induits chez ces animaux de laboratoire quand il les exposait à des radiations. Donc il avait quand même... il était bien au courant des désastres que pouvaient entraîner les radiations de la bombe atomique. Alors, une autre remarque, l'expression médecine expérimentale est restée après lui. Alors toujours, et elle pose toujours... Honnêtement, alors là c'est peut-être... Elle est restée pour toi? Oui, mais pour Alain Fischer aussi. Alain Fischer est toujours médecine expérimentale. Ce que je peux dire, c'est off records, hein, franchement. Donc ça vient de la Cassagne, puisque l'expérimental était dans radiobiologie, mais oui, il a gardé de radiobiologie à médecine. C'est à lui qu'on doit ça. Vous devez l'expérimental. C'est Robert Courrier et lui. Oui. Mais ça pose question parce que, en off records encore une fois, si je peux me permettre, quand Alain Fischer, qui m'a succédé à la chaire de médecine expérimentale, m'a dit, a fait candidature, il fallait qu'il dépose le nom de sa chaire, enfin qu'il en discute. Et donc il m'a dit, mais est-ce que vraiment expérimental, c'est toujours d'actualité, etc., etc. Et je lui ai dit, écoute, moi je n'oserais pas toucher au mot de médecine expérimentale qui fait tellement allusion à Claude Bernard et à cette filiation. Oui. Donc voilà, je ne sais pas ce que fera le successeur d'Alain Fischer, mais c'est vrai que médecine expérimentale, comme me disent certains de mes collègues, ça fait un peu bizarre aujourd'hui. Oui. Voilà. Oui. Oui, c'est Lacassagne qui l'a introduit, mais on fait référence à Claude Bernard. Voilà. Alors c'est drôle parce qu'il n'est pas fait référence à Claude Bernard dans le texte qu'utilise Robert, enfin dans le texte de présentation de Courrier. Il faudrait relire la leçon inaugurale. Je n'ai pas pu la relire parce qu'elle n'était pas dans les documents que j'avais. J'avais demandé au collège, on ne me l'a pas trouvée. Je pense qu'elle est dans les archives de l'Institut Pasteur. Parce qu'en fait, il y a tout un dossier Antoine Lacassagne, du fait qu'il était finalement... il a dirigé l'Institut du Radium en 1937. Lorsque Claudius Regaud est parti à la retraite. Et là, il y a beaucoup de documents. Et ça, j'ai vu ça par quelqu'un qui a travaillé sur la Cassagne, qui s'appelle Brigitte Chamac, et qui a écrit un bouquin sur la Cassagne, et notamment aussi un article intéressant sur la Cassagne pendant l'occupation. C'est ça. Un article dans la revue d'histoire des sciences. Oui, voilà. Je le vois là. Oui. J'ai lu ça. C'est un très bon article. Oui. Mais la leçon inaugurale, ce serait bien si vous pouviez la trouver, Céline, je ne sais pas, par vos collègues bibliothécaires. Oui. 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 Prenez le micro, puisqu'on en a un maintenant. Non.
cette question du terme expérimental, est-ce que c'est lié à ce que vous avez dit dans votre communication sur la pratique de la médecine, donc des professeurs qui enseignent et qui sont aussi médecins, cliniciens, et donc vous avez dit que ça posait problème. Et est-ce que, parce qu'en fait au collège, si on pense aux chaires, on peut penser à la psychologie, qui est l'autre cas où il y a des praticiens psychologues, alors que voilà. Donc ma question, c'est quelle est la difficulté qui se loge autour de cette double... Je dirais que la difficulté, c'est dans le mot expérimental, enfin, pour un médecin, on voit l'adjectif s'appliquer, je dirais, à l'animal de laboratoire ou aux cultures cellulaires ou aux cellules, plus qu'au patient lui-même. Or, il y a une recherche clinique qui peut être extrêmement importante à réaliser chez les patients, chez les cohortes de patients, particulièrement aujourd'hui où on a la possibilité d'utiliser l'intelligence artificielle pour collecter des données. Et il y a toute une recherche, une investigation clinique, mais qu'on ne va pas appeler expérimentale, parce qu'on ne va pas modifier le statut de l'individu pour essayer de faire la preuve du concept. Donc, c'est là où je pense que des gens comme Alain Fischer et moi-même, on est un peu gênés dans la mesure où il y a une connotation forte, me semble-t-il, dans notre petit milieu, à expérimentation animale. On ne parlera pas d'expérimentation humaine, c'est pas possible. Mais justement, il y a un rapport j'ai trouvé dans un rapport de Jean Najotte, là j'ai pas les détails mais enfin pour une chaire de sciences, et pardonnez-moi le vague, mais ce que je veux dire surtout, c'est qu'il parle de la possibilité qu'ont les sciences du cerveau au début, dans les années 20, de faire de la vivisection chez les humains sans être embêtés par la société protectrice des animaux. Donc on se retrouve exactement dans la situation inverse, mais je pourrais retrouver la référence, mais donc c'est un peu cette... Oui, Jean Najotte, c'était un médecin aussi. Chaire d'histologie comparée, c'était un grand neuroanatomiste. C'est toujours pour dire que vraiment l'histophysiologie, c'est important, puisqu'il y a une chaire avec Jacques Benoît, aussi d'histophysiologie, comme la chaire de Justin Joly. On voit toute l'affiliation. Alors, c'est vrai que c'était l'épisode des lobotomies. Effectivement. On n'a pas envie de s'y référer. Enfin, je trouve que c'est des expérimentations un peu... Oui, mais à l'heure actuelle, on passe par des comités de protection des personnes, de la même manière qu'il y a des comités de protection pour la recherche animale. Donc je pense que l'argumentaire ne tiendrait plus. Oui. Question, oui, Éric, prends le micro. Merci beaucoup pour l'exposé. Ce qui me frappe justement à propos de cet intitulé, c'est qu'il dure. C'est l'un des rares intitulés qui, dans la période moderne, dure. Alors qu'on avait constaté lors du colloque sur les intitulés que pendant la période, disons, de la création jusqu'à la Révolution française, les chaires gardaient leur dénomination et qu'au XIXe siècle, on voyait ce renouvellement des intitulés, etc. Ici, il y a une clé qui demeure. Alors ma question est très simple. Est-ce qu'au fond, Maret n'était pas dans le juste, puisque Maret pointe ce que je crois reconnaître aux différentes étapes que vous avez indiquées, c'est-à-dire un rapport de la médecine aux sciences de leur temps. Ces sciences qui changent. Aujourd'hui, c'est sans doute la biologie, dans sa forme expérimentale, qui parfois n'est pas nécessairement attentive à la biologie au sens médical, qui veut faire de la biologie théorique. Il m'arrive de rencontrer des étudiants qui pensent ça. Mais c'est vrai qu'il y a un point de rencontre. Donc, au fond, c'est une sorte de tango, si j'ose dire, entre science et médecine,
qui se danse depuis un siècle et demi, 2 siècles, et qu'on retrouve sous la désignation médecine expérimentale. C'est ce que j'entends en vous écoutant. Donc, est-ce que mon interprétation vous paraît juste ? Je crois que vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que ce texte de Marais est vraiment effectivement intéressant. Sachant que Marais a fait de la physiologie expérimentale, qu'il a développé naturellement un certain nombre d'outils, les fameux tambours de Marais, etc., pour pouvoir analyser des signaux avec précision et justesse. Je crois que c'est pour ça que nous avons gardé ce titre expérimental. Mais il y a... alors c'est vrai qu'en utilisant des méthodes comme par exemple la génétique, on a une médecine qui est plus observationnelle avec des outils très puissants qui permettent de vérifier si les hypothèses sont justes ou d'échafauder un certain nombre de théories. Mais le côté expérimentation avec le côté intervention dans la physique, si je puis dire, et utilisation d'outils pour pouvoir justifier l'hypothèse, ça s'applique moins. Là, c'est finalement une extension de nos moyens d'observation de l'homme avec des techniques un peu comme la psychologie cognitive qui va utiliser des outils, des algorithmes particuliers pour essayer de dépister. On parle Stanislas Dehaene. Je serais curieux de savoir si je lui disais un jour tu fais finalement la neurophysiologie expérimentale. Je ne sais pas ce qu'il dirait. Je ferais que je lui pose la question. Parce qu'après tout, il stimule l'individu en le mettant dans des conditions de travail intellectuel et il corrèle ça avec des modifications de l'imagerie cérébrale. Donc, ça pose une question intéressante. Et j'imagine que le successeur d'Alain Fischer va se poser les questions que nous discutons aujourd'hui sur l'intitulé de sa chaire. Je note très rapidement qu'en sciences sociales, en histoire, avec François Signan. Tiens. Oui. Il y a aussi surprenant que ça puisse paraître, en histoire, en historiographie, un débat sur le caractère expérimental du travail de l'historien. Alors on dira, certains disent oui, mais on ne peut pas faire des expériences historiques, ou alors c'est des expériences contrefactuelles complètement idéales. Mais non, François Signan développe une méthodologie qu'il qualifiait d'expérimentale, que Maurice Alvax aussi qualifiait d'expérimentale, et que l'on peut justifier en tant que tel, pour autant qu'on ait bien compris ce que fait l'historien. Ça a été repris par un historien qui est malheureusement décédé dans un accident il y a une vingtaine d'années, Bernard Le Petit, qui en avait fait, pour ainsi dire, le mot d'ordre du renouvellement de l'historiographie française des années 90. Donc, avec le même arrière-plan, est-ce qu'on touche la personne, est-ce qu'on touche les êtres humains, ou est-ce que l'on se donne un espace de raisonnement contradictoire et avec vérification? Donc là, il y a des points de comparaison épistémologiques qui méritent sans doute d'être disons, explicités pour la meilleure compréhension, disons, des différents protagonistes. Tel est tout au moins le commentaire d'un historien. Autre remarque ou question? Non? Alors je crois que nous pouvons conclure en te remerciant, Merci. en remerciant John de cette matinée. Et avec vous deux, nous avons eu de belles études sur ces rapports de présentation. Et je voudrais juste vous rappeler que donc, nous avons ces journées d'Urkheim dans juste un mois. Vous m'avez rappelé 6 et 7 juin. Et c'est donc dans la continuité de ces travaux sur les chaires, les rapports de présentation et le collège virtuel de ceux qui n'ont pas été élus et comment ce collège virtuel a pu peser sur le collège réel. Merci. Merci.